Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 13 septembre 2022. Voici les principaux titres. Retirer le droit d'importation de carburant aux hommes d'affaires pour l'accorder à la Régie des eaux suscite beaucoup d'interrogations. Vous entendrez un économiste qui évoque des zones d'ombre dans la crise du carburant au Burundi. Les subventions de l'État ne sont pas encore sur leur compte bancaire. Les écoles à régime d'internat connaissent des problèmes de logistique une journée après la rentrée scolaire. Et les militaires burundais accusés de tuer les Banyamulenge et de piller leurs biens. Cette communauté de la République démocratique du Congo a sorti une déclaration à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Page sécurité pour commencer. Une personne a été tuée la nuit dernière dans le site des déplacés de Ruhororo en commune Ruhororo. Nous sommes dans la province Ngozi. Dieudonné a été poignardé par sa propre femme qu'il a trouvée dans un cabaret du même site où il travaillait comme sentinelle selon les témoins. Ces témoins expliquent que le couple ne s'entendait plus. La femme de la victime est pour le moment dans les mains de la police. Et la sécurité n'est pas non plus au bon fixe en République démocratique du Congo, surtout dans les hauts plateaux du Sud Kivu où réside la communauté Banyamulenge. Cette communauté accuse les militaires burundais de tuer ses membres et de piller ses biens. Selon cette communauté, la coalition des troupes burundo-congolaises semble ne pas capable de combattre les groupes rebelles conformément à sa mission. Eric Nyonzima. À quoi servent les armées de la coalition dans les montagnes Sud Kivu? Tel est le titre du document produit le 9 septembre par le comité de la mutualité Banyamulenge de Bukavu. Dans ce document, le président de ce comité informe à la communauté qu'il était navré, sidéré et ahuri de porter à la connaissance de la communauté que les armées de la coalition burundo-congolaise n'ont pas empêché une coalition de Bamaïmaï, d'Obiroze Chambouye et Maïmaï Yagutumba à renoncer à leurs habitudes habituelles. Tous les Banyamulenge ravirent leurs vaches, incendier des villages entiers, jeter des milliers de population sur le chemin de l'exil. Jean Skoye Mohamedizan, président du comité de la mutualité Banyamulenge de Bukavu, cite entre autres une attaque lancée le 7 septembre contre la localité de Bikarakara. Selon ce document, cette attaque a coûté la vie d'une personne, occasionnant 2 blessés et des centaines de vaches volées. La communauté Banyamulenge attribue ces attaques aux Maïmaï d'Obiroze Chambouye et Maïmaï Yagutumba. Pour cette communauté, il est surprenant que la résilience de violence a doublé d'intensité au moment où les victimes s'attendaient au calme, au repos et à un retour définitif de la paix grâce aux forces armées burundaises en collaboration avec les FARDC qui avaient été envoyées exclusivement pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives agissant dans cette entité. La communauté Banyamulenge s'interroge alors si les Burundais envoyés dans leur territoire n'ont pas été envoyés pour faciliter la tâche aux Maïmaï, les renforcer à réussir là où ils avaient échoué depuis longtemps. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant. La pénurie du carburant continue de perturber le début de l'année scolaire qui a démarré hier. Les élèves qui fréquentent les écoles en mairie de Bujumbura et ceux qui devraient se rendre à l'intérieur du pays dans les écoles à régime d'internat font tous face aux problèmes de déplacement. Les anciens importateurs de ce carburant qui se raréfie semblent avoir été mis sur le banc de touche. Non seulement ils ne reçoivent plus les frais pour l'importer, mais aussi les importateurs actuels n'acceptent pas de leur vendre ce carburant comme ils le font pour tout autre détenteur de station-service. Le point avec Inès Gakiza. Les sociétés qui importaient le carburant au Burundi sont au nombre de 7, Delta, Mogas, BUPP, Interpétrol, Prestige, Yok et Merez. Les informations recueillies auprès des pétroliers font savoir que seule la société Prestige reçoit actuellement des fonds pour l'importation parmi toutes ces sociétés. Depuis le mois dernier d'août, le gouvernement ne donne les devises qu'à la société Prestige, dans laquelle la première dame Angeline Daishimiye aurait des actions, ainsi qu'à la Régie des eaux, la société de distribution
distribution d'eau et d'électricité dans le pays. Nos sources de ce secteur précisent également que la société Interpétrole, grand importateur qui avait depuis plusieurs années le monopole du marché gouvernemental, n'est plus subventionné en devises depuis ce même mois d'août. Le gouvernement aurait demandé à Interpétrole de quitter ce secteur, révèlent des sources de la RPA. Ces importateurs du carburant ne sont même pas autorisés à acheter le carburant importé par Prestige et Régie des eaux pour une distribution détaillée sur leurs stations-service se trouvant un peu partout dans le pays. Ces deux sociétés acceptent de vendre leur carburant uniquement aux vendeurs non importateurs. Les enquêtes de la RPA montrent en outre que la grande quantité du carburant importé par Prestige, société qui appartiendrait à l'épouse du président de la République, est vendue en RDC avec un grand bénéfice en dollars. Les informateurs de la RPA indiquent que les 3/4 de la dernière importation ont été vendus aux pays voisins la RDC, d'où la pénurie qui persiste malgré l'annonce de l'arrivée au pays du carburant. Cette pénurie du carburant s'observe dans tout le pays depuis la fin de l'année dernière. Interrogé sur cette situation qui paralyse toutes les activités dans le pays, le président Évariste Ndayishimiye a récemment déclaré qu'il prend en ses propres mains cette question pour la résoudre. Et depuis, l'importation et la vente du carburant sont faites par la Régie des eaux, société étatique qui n'opère pas dans ce secteur pétrolier, et Prestige, nouvel entrant dans le secteur appartenant à l'épouse du président Ndayishimiye. Hier, la Régie des eaux a distribué entre 30 et 40 000 litres à chacune de plus de 10 stations-service, mais devant certaines stations servies, de longues files de véhicules étaient visibles. Les détails avec Elvis Nyomongere. 12 stations-service de la mairie de Bujumbura et l'effectif des endroits de vente du carburant qui ont été servis, le carburant de la part de la Régie des eaux. Ce carburant a été distribué pendant des jours, c'est-à-dire du 11 au 12 septembre 2022. Les stations comme Libajas Dongagara, Kigobe et Musaga, de même que Sodiko de Kigobe, je protise de Ruziba au Ishake 42 000 litres de carburant. À côté de cela, d'autres stations comme Oirex de Nyakabiga, mais Oire de Kanyosha, la station Top City de Kinama et Kiranzira, Parolina de Gatumba, au Anshakine 37 000 litres de carburant, tandis que les stations comme MPS de Buyenzi et la station de Charama ont été octroyées chacune 36 000 litres de carburant. Néanmoins, cet habitat de la mairie de Bujumbura fait savoir que jusqu'à présent, les chaînes de véhicules attendant le carburant s'observent à de différentes stations-service malgré ce carburant octroyé par la Régie des eaux. C'est vrai que certaines stations-service ont eu du carburant, mais les files d'attente sont très longues. Hier, à Nyakabiga, la chaîne de véhicules qui attendait le carburant s'observait jusqu'à 23 heures et plus. Aujourd'hui, la situation est pareille. Les gens qui cherchent du carburant sont nombreux. À Musaga et Ngagara, il y avait du carburant hier, mais la Régie des eaux ne donne pas du carburant à toutes les stations-service. Il y a des stations qui ne sont pas servies, d'où le problème reste entier. Pourtant, dans son communiqué signé par le Glorieuse Nyonsenga, la directrice administrative et financière de la Régie des eaux, de même que le directeur général, l'ingénieur-major Ja-Albert Manigomba, ont fait savoir que ce carburant donné par la Régie des eaux est destiné aux commerçants de cet or noir afin de le vendre à tous ceux qui en ont besoin. Ainsi, la population demande à la Régie des eaux d'octroyer le carburant à toutes les stations pour que les chaînes d'attente sur les stations n'existent plus. Selon l'économiste André Nikwigizé, ces stratégies mises en œuvre par le gouvernement du Burundi pour pallier la crise de carburant présentent beaucoup de zones d'ombre. L'analyste indique que le flou plane sur la responsabilité d'importation du carburant qui a subitement migré des importateurs agréés vers la Régie des eaux. Suivez l'économiste André Nikwigizé. Il y a quelques semaines, le président de la République avait affirmé que la question de carburant était en voie de trouver des solutions et qu'il avait mis à disposition 20 millions de dollars pour importer du carburant. À qui exactement, on n'en sait pas plus. Et plus tard, il affirmait que les importateurs avaient reçu en juillet 2022 des devises nécessaires mais qui n'ont pas été à mesure d'amener le carburant. Et après quelques jours, nous avons été informés que finalement ce sera la Régie des eaux, institution publique chargée de distribuer de l'eau et de l'électricité, une institution plongée dans d'énormes difficultés financières et de gestion qu'a été confiée l'importation de carburant. Et cette institution
en plus réaffirmé qu'elle va continuer à importer du carburant chaque fois que le gouvernement lui en demandera. Et le président de la République lui-même d'affirmer qu'il allait prendre en main la question du carburant. Alors le public s'interroge sur la signification de cet imbroglio. Le secteur de l'importation de carburant est-il pris désormais en charge par la Régie des eaux? Et que deviennent les importateurs de carburant agréés? Ont-ils réellement été incapables d'importer le carburant ou en ont-ils été empêchés? Et comme vous le savez, au Burundi, il existe 7 à 8 importateurs de carburant agréés par le gouvernement. Et pendant longtemps, certains ont assuré l'importation de carburant sans aucun problème. Alors dire que du jour au lendemain, ces importateurs ont reçu les devises nécessaires et qu'ils ont refusé d'importer et que plutôt ils ont préféré cacher le carburant dépasse tout entendement. Alors quelle est la capacité de la Régie des eaux à importer le carburant? Comme vous le savez, il y a un décret présidentiel qui réglemente l'importation et la commercialisation des produits pétroliers et qui stipule les conditions requises pour être agréé comme importateur ou commerçant de produits pétroliers. Est-ce que la Régie des eaux remplit ces conditions? On ne le sait pas. Je voudrais terminer en disant que la gestion du secteur pétrolier comporte beaucoup de zones d'ombre, aussi bien sûr la responsabilité d'importation qui passe des importateurs privés agréés à la Régie des eaux, à qui est attribué les devises pour importer. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPI. Après la mutation d'un infirmier qui a dénoncé le détournement de fonds au centre de santé de Bujondi, les montages ont été orchestrés pour écarter également sa femme. Aujourd'hui, nous allons évoquer la façon dont cette infirmière a été persécutée par les administratifs et les responsables du parti CNDD-FDD jusqu'à sa suspension. Josiane Mouzanez. Après la lettre signée le 19 avril par l'administrateur de la commune Kayogoro demandant la réaffectation de 3 infirmiers, à savoir Syriac Namali, titulaire du centre de santé de Bujondi, Adonani Milangeza et Rose Buchumi, le médecin provincial de Makamba s'est empressé d'honorer cette demande 6 jours après, c'est-à-dire le 25 du même mois d'avril, sauf pour le cas de l'infirmière Rose Buchumi, ce qui n'a pas du tout plu aux initiateurs de la dite lettre, notamment le député Zaché Misago, élu dans la circonscription de Makamba et président du conseil communal de Kayogoro, Antoine Ndairagidje, administrateur de Kayogoro, ainsi que le représentant du parti CNDD-FDD dans cette commune, nommé Élisée Kadoyi. Notre source au sein du district provincial de Makamba révèle que depuis la sortie des 2 lettres de réaffectation, les 3 autorités ci-citées ont changé de stratégie et ont usé d'intimidation afin de contraindre l'infirmière Rose Buchumi à démissionner de son propre chef. Pour ce faire, ils ont mis en place un groupe d'Imbonirakure qui était chargé d'épier tous ses faits et gestes et de la suivre partout où il allait comme son ombre, que ce soit à son lieu de travail ou à son domicile. Voyant la tournure que prenaient les choses et inquiète pour sa sécurité et celle de sa famille, l'infirmière en question a profité de la descente du chef de l'État dans cette commune pour lui exposer son cas. C'était en date du 3 juin 2022. Ce jour-là, révèle un des habitants de la place qui était présent à cette rencontre, l'infirmière Rose Buchumi a demandé au président d'instruire à l'administrateur de la laisser vivre en paix et de la laisser vaquer paisiblement à ses activités. Interrogé à propos, poursuit notre source, l'administrateur aurait juré que tout cela n'était que des mensonges inventés par une personne faisant partie, elle et toute sa famille par ailleurs, d'un groupe de fauteurs de troubles. Et l'administrateur Antoine Ndairagidje de faire part au numéro 1 burundais de fautes graves et lourdes reprochées à cette infirmière. Il s'agissait notamment de comportements irresponsables, mettant en danger la vie des patients, des fautes que cet administratif a illustrées par 2 exemples. Le premier était celle d'une femme qui avait accouché dans la cour du centre de santé de Bujondi, faute d'assistance, alors que l'infirmière Rose Buchumi était présente et ne faisait qu'assister. Quant au deuxième cas cité, il s'agissait d'une femme enceinte venue accoucher dans la journée et qui a dû donner la vie elle-même sans assistance médicale, alors que l'infirmière Rose Buchumi était dans l'un des bars des alentours. Et suite à ces accusations graves, le président Évariste Ndayishimiye a alors ordonné une enquête minutieuse afin de vérifier si ces accusations étaient fondées et ainsi sévir au cas où cela s'avérerait vrai. Une injonction que les 3 autorités, aidées par les responsables sanitaires, ont préféré passer outre et procéder directement aux sanctions disciplinaires. Dossier à suivre.
Certains habitants de la zone Maranvia, en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, réclament l'annulation de la décision du Conseil des ministres tenue au mois d'avril et juillet 2022 qui leur interdit de continuer à exploiter leurs propriétés foncières. Ils affirment que ces terres ont été légalement acquises et que cette mesure gouvernementale a été prise en violation du code foncier. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Les paysans de la plaine de Limbo ont été créés par la colonie belge à partir de 1949 et l'installation des paysans a été terminée vers 1952. À l'époque, les paysans cultivaient alternativement le coton et les autres cultures vivrières, dont le manioc et le haricot, tout en appliquant le système de mise en jachère de certaines des parcelles de leur propriété. Depuis 1972, la guerre civile a contraint certains occupants de ces paysans à se réfugier dans les pays limitrophes ou dans d'autres localités plus calmes. À chaque rapatriement, la réinstallation était facilitée par les services gouvernementaux. En 2010, le ministre de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme décida le retour de toutes les terres du permettre de Maranvia dans le domaine de l'État par ordonnance ministérielle numéro 1951 du 25 août 2010. Cela sera concrétisé à travers des conseils des ministres tenus en date du 5 avril et 20 juillet 2022 avec la confirmation que tout le terrain de Maranvia est une propriété domaniale. Paradoxalement, cette décision du Conseil des ministres viole l'article 455 de la loi numéro 1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi qui stipule que, j'ouvre les guillemets, les détenteurs de parcelles constitutives de paysanat dont leur occupation a été régulière et légale obtiennent la pleine propriété, je ferme les guillemets, raison pour laquelle les habitants de la 13e jusqu'à la 16e transversale affirment que ces terres situées dans la localité de Buhomba en zone de Maranvia ont été acquises légalement et qu'ils y sont en possession des titres de propriété. Malheureusement, ils ne savent plus à quel sens se vouer aujourd'hui au moment où ils n'ont plus le droit d'exercer toute activité dans leur propriété. Ces habitants de Maranvia ont déjà adressé 2 correspondances au président de la République pour lui demander de leur venir en aide. La première est celle du 7 juillet et la seconde du 26 août 2022. Ils demandent l'annulation de cette décision du Conseil des ministres afin de continuer à exploiter ces terres comme d'habitude. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole du président de la République, et a répondu qu'il était en déplacement. Parlons à présent d'élections des notables collinaires tenues hier dans tout le pays. Il s'agit tout simplement d'une mascarade électorale selon certains habitants de la colline Gatabo en zone Gatabo de la commune Kayogoro en province Makamba. Cette population qui ne cache pas sa déception évoque les intérêts égoïstes des administratifs qui ont pu imposer des candidats de leur choix sans tenir compte de leur capacité à servir le peuple. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant de la colline Gatabo. Il s'exprimait hier après son constat sur place. Je dirais qu'il n'y a pas eu d'élection au vrai sens du terme ici en zone Gatabo. En fait, le parti CNDD-FDD a organisé des élections en toute clandestinité et a mis sur la liste des candidats qui ont des concubines, des personnes qui sont accusées de détournement de fonds publics. En d'autres termes, des personnes en lesquelles on ne peut avoir confiance et en qui on ne pourrait visiblement pas s'attendre à grand-chose. Les personnes chargées d'organiser les élections ont dissimulé les candidatures des membres du parti CNL qui s'étaient fait inscrire et ont empêché ces derniers à battre campagne. Aujourd'hui, quand nous nous sommes rendus aux urnes, nous avons constaté que parmi les candidatures qui étaient autour de 50, il n'en restait que 20 seulement. Les 30 autres ont été rayés de la liste, alors qu'il s'agissait des personnes intègres et droits. Nous avons été abasourdis et certains ont préféré boycotter ces élections, car les candidats pour lesquels ils voulaient voter ont été écartés. C'était tout simplement une mascarade que les membres du parti CNDD-FDD avaient planifié depuis le début. Ils avaient décidé au cours d'une réunion d'écarter tous les candidats issus du parti CNL, arguant que leur tour n'était pas encore venu. Et même les candidats issus des autres partis politiques, qui d'habitude tranchaient sans côté penchant, ont été écartés. Nous estimons que ces élections devraient être annulées car la population se trouve dans la désolation totale. Le ministre de l'Intérieur, lui, considère que ces élections des conseils des notables collinaires se sont bien passées. Pour Martin Niteretse, la population a eu à voter des gens de confiance qui pourront être de grande importance pour la société.
Le gouvernement du Burundi a pris la décision de décentraliser davantage le système judiciaire. On est arrivé au niveau colline, mais le processus a commencé par l'inscription des candidats, notables collinaires. Je dirais que le travail a été très bien réalisé. Aujourd'hui, on est à la phase des élections. Alors, c'est un processus qui vise la justice sociale. Parce qu'au niveau local, les gens savent qui est coupable et qui ne l'est pas. Mais on veut désengorger encore une fois les juridictions à partir du tribunal de résidence, du tribunal de grande instance et les juridictions supérieures pour qu'il y ait une filtration des dossiers qui sont transmis au niveau des juridictions supérieures pour que les juridictions supérieures s'occupent des choses les plus sérieuses. Non pas des affaires d'enlèvement de bord au niveau local, mais la population avoisinante savent tout. On veut qu'on désengorge. On trie les dossiers qui vont au niveau des juridictions supérieures et également, il faut que la population locale ait à dire si les affaires qui sont transmises, notamment au niveau du système judiciaire. Alors, aujourd'hui, on vient de passer les élections. On va procéder alors à la formation des notables élus. Ces notables élus vont commencer à exercer leurs fonctions juste après les formations. Donc, ils vont prêter serment pour qu'ils sachent la mission qu'ils attendent et le niveau de leurs compétences. Et c'est une bonne chose qui va servir et la population et le système judiciaire aussi. Ça, c'est un. Deux, il y a le champ de compétences. Le champ de compétences, je dirais, c'est compétences judiciaires. Parce qu'on a révisé le code d'organisation des compétences judiciaires pour insérer ce chapitre-là. Ils vont connaître toutes les affaires locales et les juger, les apprécier et donner leur point de vue. Quitte à ce que celui qui se sentira lésé va faire appel vers le tribunal de résidence. Mais tous les dossiers doivent être connus au niveau local. Mais les dossiers pénaux ne seront pas connus au niveau collinaire. Il y a un problème avec les anciens notables, ce qu'on appelle communément à la Chine. Ces gens-là ne vont plus exercer leurs fonctions depuis que les notables collinaires élus auront traité ça. Toutes les affaires seront traitées par ces notables collinaires. Voilà, c'est Martin Niteretse, le nouveau ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Pour clore cette édition, la rentrée scolaire, c'était hier sur tout le territoire burundais. Nous vous en avions parlé, mais les écoles à régime d'internat connaissent déjà des difficultés car les subventions de l'État ne sont pas encore sur leur compte. Ces écoles font aussi face à la hausse des prix des nourritures sur le marché. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. D'habitude, les écoles à régime d'internat se préparaient à l'avance pour accueillir les élèves en achetant des vivres pour qu'à leur arrivée, les élèves ne manquent pas de quoi manger. Ce n'est pas le cas pour cette rentrée scolaire. Les écoles de la province de Gitega et ailleurs ont des difficultés. Selon notre source, les subsides de l'État n'avaient pas encore été déposés sur les comptes des écoles. Le retard du dépôt des frais de fonctionnement de ces écoles à régime d'internat sur leur compte a de nombreuses conséquences. Notre source fait savoir que les directeurs de ces écoles sont obligés d'acheter à crédit de la nourriture, tandis que les fournisseurs procèdent à la spéculation car étant eux aussi obligés d'attendre le paiement. Un autre problème soulevé à différentes écoles à régime d'internat est lié aux grosses marmites dites Mouvelo qui ne sont plus utilisables. Dans certains cas, certaines écoles risquent de manquer comment préparer de la nourriture parce que l'État ne renouvelle pas ces marmites. Avant, l'État donnait 800 000 francs de subsides par élève et par jour. Cette année, cette somme a été majorée jusqu'à 900 francs burundais. Au regard des prix sur le marché, notre source affirmait que la majoration de 100 francs burundais ne changera pas de grand-chose. Les directeurs des écoles à régime d'internat en général demandent au gouvernement de toujours débloquer à temps les subsides pour qu'ils ne continuent pas de contracter des dettes. Ces directeurs demandent également l'augmentation considérable des frais de subsides pour chaque élève compte tenu de l'inflation actuelle. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.